sur mon université qui étaient morts de faim et ça m'avait, vraiment, enfin évidemment Marqué, ouais. extrêmement choquée, mais ouais, enfin, interpellée. C'est-à-dire comment on peut laisser un étudiant, dans cette situation? Et donc j'avais fait venir et c'était la première fois dans une université française que ça se passait, j'avais fait venir le secours populaire OK. pour dire: «Vous allez distribuer, vous allez faire des distributions de nourriture gratuite dans mon campus parce que là, c on a un problème, on ne peut pas laisser les étudiants mourir de faim». Ouais. Et à l'époque, ça avait fait mais un scandale, mais alors vraiment un scandale, quoi. C'était Valérie Pécresse qui était, ministre de l'enseignement supérieur et ça avait donné le 10e mois de bourse. C'est-à-dire que les syndicats étudiants étaient montés au créneau, ça avait donné lieu à des protestations, des manifestations et à la fin, ils avaient obtenu le 10e mois de bourse. Donc en fait, c'est comme ça que je suis rentrée en politique. Après, il faut que Ouais. j'aille voter ou pas le budget de la France. Grand sujet, on va en parler aussi. Est-ce que monsieur Lecornu a réussi à convaincre? Non, Non. en tout cas pas moi. Sandrine, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur, Origine. C'est, merci pour l'invitation. un plaisir en tout cas de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter? Sandrine Rousseau, je suis députée écologiste. L'écologie, c'est, la protection de la planète et articulée à une question sociale, c'est-à-dire ne pas laisser les gens, sur le bord de la route dans la transformation de notre société. Et en fait, l'écologie, aujourd'hui, on a, 80 de moins, d'oiseaux, les insectes qui s'effondrent, on a les océans qui s'acidifient. Enfin là, c'est la cata, hein et donc il nous faut des politiques écologistes. Voilà, c'est ça le parti des écologistes. Je suis connue pour mes positions féministes, et écologistes, donc écoféministes. Je suis, enseignante-chercheuse à l'université de profession et je suis économiste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je J'ai 53 ans, je crois. Ouais. 52, je sais plus. Enfin, un truc comme ça, voilà. Non, Tu 53 ans. tu es de la région parisienne? Tu as grandi, vécu à Paris? Je suis née à Maisons-Alfort. J'ai OK, grandi à Alfortville, Charenton. Après je suis allée à La Rochelle. J'ai vécu ensuite longtemps à Lille et là je reviens à Paris. Enfin, OK. ça fait maintenant 5 ans que je suis là. Qu'est-ce que ces villes représentent pour toi? Plein de choses différentes. Maisons-Alfort, ça évoque pour moi, tout ce qui est papier officiel. Je crois que j'ai jamais mis les pieds véritablement, en tous les cas pas à l'âge adulte, à Maisons-Alfort. Donc en OK, fait, c'est une ville qui reste une ville inscrite sur des papiers. Voilà, OK. faudrait que j'y aille quand même pour Ouais. voir où je suis née. D'ailleurs, j'ai rencontré, c'est marrant, le maire de Maisons-Alfort sur un trottoir, récemment qui m'a accostée en me disant: «Ah bonjour madame Rousseau, j'ai vu que vous étiez née à Maisons-Alfort, je suis le maire de Maisons-Alfort». Je fais: «Bah bonjour». Ouais. Ça fait un peu bizarre. Après Charenton, c'était, mes années d'enfance, de toute petite enfance et c'était vraiment, moi, j'ai un souvenir incroyable de ce moment-là parce que on habitait un petit immeuble, mes parents avaient sympathisé avec des gens autour de l'immeuble, donc pour moi, enfant, c'était le bonheur cet endroit. C'est-à-dire que je pouvais aller d'un appart à l'autre, on était toujours chez les uns chez les autres, j'en garde vraiment un souvenir assez incroyable. Ouais. Alfortville, c'est différent parce que là, on était aussi dans des immeubles, mais je connaissais enfin, on connaissait pas spécialement les personnes à côté, donc c'était plutôt, un peu, la vie, isolée, de proche banlieue certes, mais quand même, voilà, à côté de Paris. Ensuite, je suis allée à La Rochelle et alors là, quand je suis arrivée à La Rochelle, j'ai pour moi, c'était, je dois dire, l'angoisse totale parce que c'était pas à La Rochelle même, c'était à côté, dans un village qui s'appelle Nieul-sur-Mer. OK. Mes parents avaient c'était la grande époque des maisons, qu'on construisait, on achetait un terrain, puis les gens, construisaient leur maison. Donc mes parents avaient fait ça et moi qui venais du coup de Paris, des immeubles, de je me retrouvais avec des vaches en voisine. J'avais, 3/4 d'heure de bus pour aller de mon collège à la maison et en fait, ça me faisait très peur, quoi. Il y avait les vaches, elles entraient dans le jardin parce qu'elles elles cassaient toujours la clôture, donc je me retrouvais avec des vaches comme ça derrière la baie vitrée qui faisaient «Beuh» et tout, pour moi parisienne, c'était un peu chaud. Enfant surtout quoi, Ouais. enfant et puis après c'était, voilà, après c'est la ville où j'ai, je pense, rencontré, bah, la mer, la nature, les embruns, les odeurs, ce que j'avais pas tant que ça en fait avant. Ouais.
enfin, quand j'allais chez mes grands-parents qui étaient en ruralité, mais enfin, qui étaient en campagne, mais bon, sinon je les avais pas trop et après c'est là que j'ai appris que les vaches, nourrissaient les enfin, faisaient les steaks et le lait. C'est-à-dire ça ne naissait pas en barquette dans les Oui, supermarchés et puis, après, je suis allée à Lille pour mes études et j'y suis restée, j'y ai élevé mes enfants, j'y suis OK. tombée amoureuse. En fait, voilà, c'était des villes très différentes parce que, Lille, par exemple, c'est une ville dont la sociologie n'a strictement rien à voir avec, Ouais. la Nieul-sur-Mer, qui n'a strictement rien à voir avec Alfortville, donc ouais, c'est bien. Est-ce que cette enfance, justement, a nourri, la vision et les idées que tu portes aujourd'hui? Et si oui, comment? En tout cas, je pense pas que ce soit les villes qui nourrissent ça. Je pense que c'est plus, mon enfance. Moi, je suis issue de parents, qui étaient très politisés, c'est-à-dire ça parlait tout le temps, ma mère, elle était syndicaliste, elle menait des grèves et tout, mon père, il était plus politique, mais moi, quand j'avais une dizaine d'années, la tapisserie de la cuisine, c'était la tête de Mitterrand, quoi. Enfin, faut moi, ma place, elle était à côté de la bouche de Mitterrand. Il y a la bouche, vraiment, j'étais contre le mur, donc j'avais Ouais, sa bouche juste là et l'affiche était si grande qu'on voyait les petits points, vous savez? ouais, ouais, Donc en fait, enfin, tu sais pas. Donc en fait, j'étais vraiment, baignée dedans. Puis mes parents OK, étaient fonctionnaires, on parlait beaucoup de missions de service public, puis après j'ai eu évidemment mon lot d'épreuves comme à peu près tout le monde et ça m'a aussi forgée, bien sûr. OK. Et ensuite tu pars donc à Lille pour suivre, tes études Ouais, d'économiste, ouais. d'économiste. Est-ce que tu peux, raconter, ce qui s'est passé? Pourquoi tu as voulu suivre justement rentrer dans ce secteur de l'économie? Alors, je faisais déjà des études d'économie, je voulais, enfin je voulais poursuivre et j'ai fait de l'économie, en fait, voilà, à l'époque, on appelait ça des DEA, donc ça fait vieux, hein, là. Oh, Je suis de 1991, je fais jeune. bah, bon, ça fait quand même 20 ans de moins que moi, très jeune ami. Donc donc oui, à l'époque, on appelait ça un DEA, Ouais, c'était un M2 recherche, si vous OK. voulez, un peu Ouais, ouais, aujourd'hui. Et donc j'y suis allée pour faire, économie industrielle à OK. l'époque et après j'ai fait un doctorat Ouais. et pourquoi tu me posais quoi comme question? Je suis allée pour mes études, oui, bah, Oui, pour faire de l'éco et pourquoi j'ai fait ça? pourquoi dans l'économie? Ouais. Heu, il y a une vraie raison et une fausse raison. Une v raison non, il y a pas une vraie raison et une fausse raison. Il y a une raison officielle et une raison officieuse. OK. Tu veux laquelle? Les 2. Alors la raison officielle, c'est que j'étais passionnée par ça, ce qui est vrai en plus. Ouais, Mais la raison, enfin disons, passionnée, c'est exagéré. Je m'intéressais à ça et la raison officieuse, c'est que c'était la seule université qu'il y avait pas à La Rochelle et que j'avais envie de partir, de chez mes parents. OK. Besoin d'indépendance, Absolument. de prendre ses aises. Des fois, les choix d'orientation Ouais. sont Surtout, je pense que tu as choisi l'une des meilleures villes lorsqu'on est étudiant, Lille. ouais. C'est une ville ultra chaleureuse, je trouve. J'y suis arrivée en fin de mes études en DEA, mais OK. ouais. Mmh. Et la raison officieuse? Bah, la raison officieuse, c'est ça, c'est que je voulais, partir de chez mes parents, Ah, c'est que je ça. voulais être loin de chez mes parents. Une partie de ma famille, était dans des villes universitaires et j'ai Ouais, choisi à peu près la seule ville universitaire où il y avait personne. OK. Où du coup je pouvais vivre ma vie sans contrôle. Et peut-être alors tu vis tes premières expériences, Tout à tu fait, tombes plein, amoureuse, mais plein d'expériences d'ailleurs, oui. et tu deviens, tu disais maman, c'est ça? Ah oui, mais enfin, j'ai quand même mis un peu de temps, mais Oui, 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 oui. j'imagine. Oui, oui, moi j'ai pas eu une vie étudiante extrêmement studieuse, hein, je vais vous dire, quand je vois maintenant mes enfants qui sont eux-mêmes étudiants, j'essaye de dire: «Non mais vous faites pas trop la fête, vous étudiez quand même» et puis après je me dis: «Mais Sandrine, souviens-toi quand même». Souviens-toi. Bref, oui, après je deviens maman assez jeune, hein, je deviens maman à 25 ans, je crois, un truc comme ça, ce OK. qui est à l'époque est quand même, assez jeune, non 26, 26. Heu, j'ai 2 enfants pendant ma thèse, OK. pendant mon doctorat. Pendant tes études. Ouais, pendant mes études et le troisième e juste après. Tu arrives à concilier Ça, je vais vous dire, c'est un de enfin, je vais te dire, hein, mais j'arrive pas à te bon, alors, je vais te dire, c'est un de mes meilleurs souvenirs. c'est-à-dire de concilier la vie J'adorais ça. universitaire et avoir des enfants? Ouais, j'adorais ça. Alors je les ai eus
pendant ma thèse, hein, donc si je suivais Oui, plus des cours. J'en oui. donnais, mais j'en suivais plus. Mais j'adorais ça. J'adorais ce truc. J'ai adoré ça. C'est-à-dire, j'ai adoré avoir, à la fois cet enfant et réfléchir, dans mon ventre et réfléchir à des sujets parce que ma thèse, elle était déjà sur l'écologie et l'économie. Donc vraiment, j'adorais, réfléchir. C'est comme si, en fait, je lui construisais un peu son monde Ouais, et et vraiment, je garde un souvenir, mais assez incroyable, quoi, OK. de ça. C'était un après j'ai été malade comme tout, je vomissais, enfin bon, c'était un Ouais. enfer, hein, mais quand même, le fait d'avoir un enfant dans la tête, c'était très bien. Je pense que tes enfants doivent te trouver courageuse, en tout cas, Et tu sais que d'avoir, mon deuxième enfant, je lisais, Karl Marx à la ouais. maternité en comptant les contractions. C'est-à-dire j'avais le Capital et je lisais en comptant les contractions, ce qui a fait beaucoup rire toute la maternité. OK. Parce qu'en plus, c'est un gros livre. Est-ce que tu enseignes en tout cas, tu fais ta thèse à l'université de Lille Ouais. jusqu'à, être, vice-présidente Alors, je suis de d'abord cette recrutée en université? tant que maîtresse de conférence, enfin maître de conférence, on dit. Moi, je dis maîtresse parce que je suis féministe. Maître de conférence et puis, après j'ai été vice-présidente de l'université, ouais, pendant assez longtemps d'ailleurs. Mmh. OK. Tu parlais de Karl Marx, tu portais des idées, socialistes en termes d'économie à cette époque? Non, non, c'était alors, je me suis inspirée de Karl Marx parce qu'en fait Karl Marx je te fais Oui, bien un sûr. petit spot d'économie Oui, là? OK. ouais, ouais. Alors Karl Marx, il dit, la question qui se pose c'est, d'où vient la valeur? C'est-à-dire d'où vient la valeur économique? Ouais. Qu'est-ce qui crée la richesse? Et lui, il dit: «C'est le travail», c'est-à-dire qu'en fait on emploie des gens, on les paye, en deçà de la valeur qu'ils créent et donc c'est ça qui crée la valeur. Et moi, je me suis calée là-dessus pour essayer de comprendre, hem, quelle était la valeur créée par l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, on payait l'environnement, les ressources naturelles à un prix très inférieur à leur, capacité de reproduction et en fait, c'est ça qui générait le profit. C'est OK. pour ça que moi, je suis très profondément anticapitaliste parce que je pense qu'en fait, le profit se nourrit de la destruction de l'environnement. Ouais. Mais ça, je le fais depuis déjà, Des années. des années, ouais. OK. Mmh. Ensuite, après l'université de Lille, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'aimerais comprendre, c'est ce parcours justement entre enseignante, chercheuse, universitaire et ce parcours dans la politique. Alors C'était une en suite fait, logique? j'étais vice-présidente de l'université, j'étais en charge donc c'était Lille 1 à l'époque et j'étais en charge de la vie étudiante. Donc j'avais en responsabilité toutes les politiques étudiantes Ouais, et il y avait des étudiants qui, à l'époque, étaient très pauvres, ce qui est toujours le cas malheureusement et j'avais remarqué qu'il y en avait qui n'arrivaient pas du tout à manger à leur faim et il y en a même un sur mon université qui était mort de faim. C'est-à-dire qu'il n'avait alors c'était lié à une dépression aussi, mais il ne s'était pas nourri et il était mort de ça, dans une chambre du Crous et ça m'avait, vraiment, enfin évidemment marqué, ouais. extrêmement choquée, mais ouais, enfin, interpellée. C'est-à-dire comment on peut laisser un étudiant, dans cette situation et donc j'avais fait venir et c'était la première fois dans une université française que ça se passait, j'avais fait venir le secours populaire OK. pour dire: «Vous allez distribuer, vous allez faire des distributions de nourriture gratuite dans mon campus parce que là, on a un problème, on ne peut pas laisser les étudiants mourir de faim» Ouais. et à l'époque, ça avait fait mais un scandale, mais alors vraiment un scandale, quoi. C'était Valérie Pécresse qui était, ministre de l'enseignement supérieur et ça avait donné le 10e mois de bourse. C'est-à-dire que les syndicats étudiants étaient montés au créneau, ça avait donné lieu à des protestations, des manifestations et à la fin, ils avaient obtenu le 10e mois de bourse. Donc en fait, c'est comme ça que je suis rentrée en politique, c'est OK. que, les écologistes sont venus me chercher, en fait. Ouais, OK. C'était un coup de gueule par rapport à un événement qui s'était passé justement, cette condition étudiante. Comment un étudiant finalement, bah, doit assumer à sa charge un appartement, des frais d'université, peut-être n'a pas forcément les parents derrière qui peuvent suivre et comment on aide ces étudiants à accomplir en tout cas leur Puis parcours comment ils ont pas universitaire? honte? Comment ils ont pas honte? Comment ils appellent à l'aide? Comment ils demandent de l'aide? Comment on peut les soutenir? Parce que c'est ça aussi qui l'a tué cet étudiant, c'est qu'il Ouais, avait sans doute, avait-il honte de demander? Ça, ouais. c'est pas possible. C'est pour ça que j'avais fait des distributions gratuites, parce que du coup, d'ailleurs, il y avait eu une file d'attente pas possible et d'ailleurs, ça a montré la Mmh, misère étudiante, ouais. cette action-là. Et donc, c'est comme ça que tu rentres, Ouais. dans la politique, c'est la genèse finalement, Mmh. cette situation. Ce sont, le parti, écologiste qui vient te chercher, Mmh. pour ça et donc tu restes à Lille ou tu déménages à Paris, Ah non, je porter reste le à Lille, ouais, longtemps,
Ils viennent me chercher, je suis sur la liste des européennes. OK. Après, je suis élue, mais je suis pas élue au niveau européen. Par contre, j'étais trop bas dans la liste, mais je suis élue, au conseil régional OK. Nord-Pas-de-Calais, en charge de la recherche. Comment on découvre ce milieu, la politique? C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans un monde à part, dans une profession qui est à part, avec ses codes, savoir communiquer, savoir, porter les messages et les valeurs de son parti? Comment tu apprends? Tu apprends sur le tas? Bah, il y a pas vraiment de formation à ça, Non, il y a donc pas de formation. j'apprends sur le tas. Mais bon, comme je l'ai dit, j'avais une famille qui était déjà politisée, Ouais, donc je veux dire, chez moi, on parlait politique tout le temps, ouais, donc mes parents, ils suivaient les débats politiques, donc j'ai été imprégnée de ce truc-là quand même, ouais, si tu veux, c'était pas un monde que je découvrais. oui, Après, j'en ai découvert des aspects. bien sûr. J'imagine qu'il y a une série d'actions dans la politique qui est, par exemple, aller chercher donc des élections, c'est-à-dire aller coller des affiches, aller Ouais. parler aux habitants, voilà, enfin tout ça, j'imagine que ça s'apprend, qu'il y a des codes, Mmh. donc c'est un métier à part entière. Non, c'est pas un métier. C'est très important, c'est pas un métier. C'est du bénévolat ou un mandat. Ouais, C'est pas un métier, c'est jamais un métier. Il faut jamais oublier ça et je pense que c'est un des problèmes de la politique actuelle, c'est qu'il y a trop nombreuses personnes pour lesquelles c'est un métier avec un OK, plan de carrière. oui, C'est jamais ça. Moi, ma grande liberté, le fait que je puisse dire des choses, de manière très libre, que je peu importe, que ça génère, des crispations, des colères, que je dérange, en fait, je peux dire les choses telles que je les pense de manière très libre parce que je sais que je peux, heu, m'arrêter du jour au lendemain. OK, C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la politique. OK, Je le fais parce que je pense que c'est important de le faire, mais si un jour j'en ai marre ou si, j'estime que je suis plus utile au débat, je m'arrêterai et il y a aucun problème. Et en fait, ça, c'est ma liberté. C'est-à-dire oui. du coup, ma parole est aussi différente et je pense que ça s'entend. Je pense que cette notion de liberté, elle est très importante pour moi et je vais m'expliquer. J'ai l'impression que parfois les députés ou en tout cas ceux qui adhèrent à un parti politique sont verrouillés dans l'ensemble des idées qui sont véhiculées par ce dit parti. Est-ce que une personne qui appartient à un parti politique a quand même cette liberté d'aller parfois à contre-courant de son parti? C'est à moi que tu demandes ça. Oui. Est-ce que si on intervient chez Je vais prendre un peu d'eau avant de répondre. est-ce qu'on a si on intervient chez BFM TV et qu'on n'a pas dit exactement ce que le parti attend, on reçoit un texto en disant, «Là, tu as merdé, tu aurais pu dire autre chose» et cetera. Est-ce Alors que oui, on le reçoit. ouais, Pas tout le temps, mais souvent on le reçoit OK, et on peut, réagir différemment face à ce texto. ouais, OK. Mais en tout cas, enfin, je veux dire, on vous laisse quand même une liberté et quand je dis «vous», c'est pas, toi, Sandrine Rousseau, mais c'est également tous les politiques. Ça dépend des partis, ça dépend du fonctionnement interne, Ouais, ça dépend aussi, heu, de ce qu'on dit. C'est-à-dire moi, par exemple, je pourrais pas dire, «J'adore le nucléaire», quoi. ouais, Puis de toute façon, je le pense pas, donc je le dirai ouais, pas. Mais je veux dire, je pourrais pas dire ça parce que ça, c'est vraiment aller contre la philosophie du parti. ouais, Par contre, dire le droit à la paresse, même si c'est pas porté par les écologistes en tant que tels, oui, heu, ça, je peux le dire parce que déjà, c'est ma vie enfin, ma vision des choses, mais aussi parce que je pense que c'est important de dire les choses de manière, différente un ouverte, peu ouais, sur des aspects, ouais. OK. Tu disais que du jour au lendemain, tu pourrais partir. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu te rends compte que l'action que tu mènes, n'aboutit pas, tu te dirais, «Tiens, je peux partir C'est du jour pas au lendemain»? n'aboutit pas, parce que n'aboutit pas, ça, j'ai envie de te dire, non, en politique, il faut accepter que les choses n'aboutissent pas ou pas Ou tout aille de lentement, en suite tout ou cas? aillent lentement. Non, là où je m'arrêterais, c'est soit j'en ai marre moi et ma santé mentale ou ma Ouais, santé ou quoi, ne va pas, soit j'estime que ma parole n'a plus d'importance, enfin elle porte plus quelque chose d'original ou de qui ouvre un espace politique. oui, Si ma parole devient, banale au milieu de 1 500 autres, paroles politiques, je il y en a d'autres qui le feront mieux que moi, donc je veux dire, j'ai pas d'intérêt spécial à faire ça, quoi. OK. Est-ce que dans les messages que tu portes aujourd'hui et dans je pense que c'est une politique de l'action Mmh mh. également, pas qu'une politique des idées, tu as été nourri intellectuellement par des auteurs, on parlait de Karl Marx, mais
Est-ce qu'il y a d'autres, auteurs qui t'ont inspiré? Oh bah oui, il y en a plein, il y en a énormément, je lis énormément. Je suis vraiment, je d'ailleurs chez moi, il y a des livres partout, Oui, du sol au plafond, p dans toutes les pièces. Donc ouais, vraiment je lis non mais vraiment, vraiment beaucoup quoi. Donc te dire quelques auteurs, ça m'est pas totalement simple et en plus Karl Marx n'est pas celui qui m'a le plus marqué parce qu'en fait bon c'est un peu comme faire ses gammes quand tu apprends à faire le piano. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses Adam ouais, Smith, Marx et cetera donc ça et puis par ailleurs, il dit des choses extrêmement intéressantes mais c'est pas sur Marx que j'ai fait ma thèse, OK, hem mais moi il y a un livre qui m'a énormément marqué, c'est Polanyi, La grande transformation qui a été écrite en 44. Mais je pourrais aussi parler, de Vandana Shiva et d'écoféminisme. Je pourrais parler, en fait, il y en a vraiment beaucoup des livres de René Passé, par exemple, qui ont été un peu oubliés, de Gortz, d'Illich. En fait, se construire sa propre pensée politique, ça ne peut pas être et d'ailleurs c'est un sujet, ça ne peut pas être adhérer à une pensée bien unique. sûr, Parce que sinon, je pense qu'on se trompe, on joue faux, quoi. oui, Et si on veut jouer juste de la politique, c'est-à-dire si on veut avoir une voix qui résonne un peu comme quelque chose qui est dans la société, il faut qu'on soit vraiment nourri de plein de sources différentes. Donc je fais ça, mais je vais aussi, par exemple, beaucoup voir des humoristes, je vais beaucoup au théâtre, je regarde beaucoup, même des émissions de télé-réalité, en fait, j'essaye de me nourrir de beaucoup de choses. Évidemment, je rencontre des gens, mais, je veux dire, c'est un vrai travail. En fait, c'est oui, peut-être ça qu'il faut que je te dise, c'est que c'est un vrai travail bien sûr. pour avoir une parole forte politique, c'est un vrai travail. Est-ce que c'est une méthodologie juste de lire ou c'est une méthodologie justement de recueillir les idées qui t'intéressent et de pouvoir, en garder trace? C'est-à-dire, là où je veux en venir, c'est quoi ta méthodologie de lecture? Est-ce que tu as un cahier à côté et tu notes les grandes idées finalement de tous les livres Je que tu lis? souligne dans mes livres, systématiquement, donc tous mes livres sont annotés. OK, Heu, J'essaye, de noter les choses que je lis. Je les fais pas toutes parce que je pourrais pas, mais quand même les plus importantes. ouais. Hem, voilà, pour les livres en tous les cas, ça par exemple, je sais que l'homme qui partage ma vie ne supporte pas ça parce que dès que j'écris dans un livre, il il C'est vient tout sacré, c'est ça? énervé comme ça et en fait, comme j'écris tout le temps dans les livres, on ne lit plus dans la même pièce quoi. Ça, c'est plus ça. C'est quoi? C'est sacrilège de Mmh. Ah surligner et bah, de pour lui, c'est d'annoter un dans un livre? sacrilège total. Mais alors pour moi, ils sont complètement gribouillés. C'est-à-dire qu'un livre que j'ai lu, vous savez absolument les pages que j'ai lues et celles que j'ai sautées parce que vous voyez absolument, je mets mes idées, des fois je mets des points d'exclamation parce que je suis pas d'accord, Ouais. des voilà. Est-ce que tu lis également des livres qui portent des idées qui sont contraires aux Absolument, tiennes? bien sûr, Des contradicteurs? absolument. Pour voir le Bah, là, faire la par exemple, construction ne logique? serait-ce que hier, je suis allée dans la librairie à côté de chez moi pour, demander s'ils avaient, le dernier livre de Trump, qui, n'a pas été traduit, mais je le cherchais pour essayer de le lire. Ah oui, oui, bien Ouais, sûr. Ah OK. mais bien sûr. Alors tu me lances la perche, Trump, est-ce que on est dans un monde qui est de plus en plus nationaliste, identitaire et unilatéraliste? On est dans un monde, qui est en train de changer, ça c'est sûr et en fait, toute la question est de savoir de quel côté il change et je pense que Trump, comme, chez nous l'extrême droite, le Rassemblement national, va chercher des nostalgies, en fait. Oui, Ils alimentent, ils vont chercher un sentiment chez les gens parce que la politique, c'est de l'émotion, hein. Donc si tu suscites de l'émotion chez les gens, tu vas les capter quelque part, quoi. oui, Donc eux, ils vont chercher le sentiment, l'émotion, nostalgie. oui. Moi, je vais plutôt chercher d'autres émotions, mais mais voilà, c'est et nostalgie parce qu'on sait tous et toutes, je pense qu'on a une conscience très aiguë que ce qu'on vit actuellement n'est pas durable. C'est ce qu'on appellerait la démagogie? C'est dire aux gens ce qu'ils veulent entendre sous le coup de l'émotion? Non, c'est pas de la démagogie. C'est on fait croire aux gens que le monde d'avant était mieux, Ouais, en masquant, en effaçant, en minimisant tous les aspects négatifs du monde d'avant. OK, Et tout le monde est un peu nostalgique. bien sûr. Tu vois? Chacun peut avoir une nostalgie de son enfance, de sa Oui. grand-mère, de son grand-père, de je sais pas quoi, donc évidemment, c'est un sentiment universel. Tu penses que ce sont des fausses idées qu'ils mettent en place?
Que l'immigration coûte trop d'argent à la France, qu'on pourrait faire des économies si on n'avait pas l'aide médicale d'État, on laissait rentrer moins de personnes. Ah oui, je suis très persuadée de ça, que ce sont des fausses idées. Dans les exemples que tu donnes, prenons l'aide médicale d'urgence, c'est typique. C'est-à-dire que l'aide médicale d'urgence, c'est donc toutes les personnes étrangères qui peuvent avoir accès à des soins. Imagine que l'aide médicale d'urgence n'existe plus. Ça veut dire que le jour où il y a de nouveau un Covid, ces gens-là ne seraient pas soignés, donc ce seraient des foyers d'infection partout en France. Donc en fait, même sur le plan purement de la politique sanitaire, c'est totalement stupide. Puis après, il y a quelque chose d'humain. C'est-à-dire Oui, qu'une personne qui souffre, qui a un cancer ou même, qui a eu une grippe, enfin, c'est important qu'elle puisse avoir accès à un médecin. C'est évidemment. l'humanisme, quoi. Et enfin, je reviens à ma question de cette dynamique identitaire nationaliste. Je te posais cette question parce qu'on voit Trump, Milei, peut-être, en Italie également. On a des de ces mouvements qui sont de plus en plus, identitaires. Est-ce que tu penses qu'il y a un catalyseur à ça? Oui, je pense qu'il y a, un monde industriel qui s'effondre, un système de croissance qui n'existe plus, un système économique, qui patine, tu vois? Qui comme une roue sans dents là, qui patine, qui tourne en rond et du coup, on va chercher, des responsables. Oui, Les responsables, c'est les étrangers. Enfin, aujourd'hui, tu enlèves les étrangers en France, il te manque énormément de médecins, hein. Il y a oui, plein de médecins qui disparaîtront. Tu enlèves tous les services à la personne quasiment ou beaucoup en tous les cas. Tu enlèves, une partie des personnels, de nettoyage, de gardiennage. Tu enlèves une partie, des fonctionnaires, des comptables, des tout ce que tu veux en fait. oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu enlèves les personnes étrangères alors quand je parle Heu, de personnes étrangères, ça dépend de quand elles sont arrivées, mais enfin, tu enlèves les étrangers ou les enfants d'étrangers oui. en France, Il y a des métiers mais qui non, mais c'est même pas il y a des les métiers, c'est Français la les France s'arrête, quoi. bien sûr, Donc on arrête avec ça, enfin ça ouais. suffit, quoi. C'est l'hypocrisie totale. C'est une richesse culturelle et c'est ce qui fait la force de la France. Oui, puis on n'est pas une île. On n'est pas Mmh, une île perdue dans le Pacifique qu'aucune population n'aurait jamais découverte, tu vois? bien sûr. On a été traversés tout au long de notre histoire de plein de flux de population, une partie s'est mariée là, une partie est Oui, repartie, une partie s'est installée, d'autres c'est la vie d'un pays, en fait. bien sûr. Et tant mieux parce que je suis sûre que même si on fait si on pose la question dans cette pièce, qui a au moins un grand-parent étranger? Bah, évidemment que voilà, il y a je vois des mains qui se lèvent hors caméra. Évidemment Ouais, et tant mieux, tant bien mieux. sûr. Alors, tu portes des idées, qui sont importantes pour toi. Tu as l'idée, en tout cas, d'une société, dans lesquelles on peut enfin, comment améliorer la société, finalement, avec des idées, de gauche, plutôt de gauche, socialiste et d'écologie. Et là, tu deviens député. Comment se fait cette transition? Est-ce que donc là, il faut que tu ailles chercher du vote, en tout cas des électeurs, pour que tu sois représenté à l'Assemblée nationale? Mais oui, bah, je tracte, j'affiche, je fais des réunions publiques, je vais à la rencontre des gens, je fais du porte-à-porte, en fait, les gens ils attendent que tu te bouges un peu quand même. Ouais, Que que tu leur montres que tu as envie, de les représenter ouais, et eux, ils ont besoin aussi d'avoir confiance dans le fait que tu vas les représenter. Donc il faut avoir un contact humain et ça, c'est un des trucs qui m'a toujours fascinée en politique, c'est que tout le monde n'a pas le même contact humain, tu vois? C'est un truc qui est très personnel, en fait, la capacité à échanger avec des gens, à être sympa ou pas sympa, à t'entendre bien avec certains, pas avec d'autres et la politique, ça te en fait, sont des bons politiques, des gens qui sont sincères, vraiment, dans leur curiosité de connaître l'autre. OK, Sinon, tu es pas un bon politique. ouais. C'est-à-dire si tu es pas vraiment, au fond de toi, intéressé par ce que va te dire l'autre et du coup, de comment tu peux toi, soit le convaincre, soit essayer de porter sa parole, et d'être juste dans le fait de porter sa parole. Si tu as pas cette volonté-là et cette curiosité-là et cette sincérité-là, tu es le plus nul des politiques de Ouais. l'univers, quoi. Le but principal d'un député, c'est de porter la voix, en tout cas, Ah bah de oui, ses électeurs, du peuple. absolument, c'est une assemblée représentative. Donc moi, Ouais, je représente les gens et c'est pour ça que, moi, j'entends beaucoup dans l'assemblée, «Vous vous disputez trop, on dirait une cour de récréation», tout ce que tu veux, on dirait un théâtre, bon. Mais dans l'hémicycle, moi, je représente des gens. Donc, en fait, si, je représente des gens, par exemple,
qui ont des emplois difficiles et qu'on fait une réforme sur la retraite, je me dois Bien sûr. de porter leurs paroles, mais aussi de porter leur colère. Ouais. Et en l'occurrence, sur la retraite, il y a eu énormément de colère qui s'est exprimée dans la rue. Ouais. Et c'est ma mission que de porter cette colère dans l'hémicycle, de dire: «Attention, là, il y a des gens en colère et je suis leur voix, je suis en colère avec eux». OK. Et en fait, c'est ça d'être représentant. Est-ce que alors un petit cours peut-être de politique, on a le parlement dans lequel il y a l'assemblée, le Sénat. Quelle est la différence entre les 2? Alors, l'assemblée né ce sont les députés, donc c'est des gens qui demandent, le scrutin direct. C'est-à-dire, en fait, on a des circonscriptions et vous nous élisez directement. Le Sénat, ce sont des élections indirectes, c'est-à-dire ce sont les grands élus, donc les maires Oui. et les adjoints qui élisent OK. les sénateurs. Hem, voilà, après, on étudie les mêmes textes de loi, mais pas dans le même ordre. Bon, Ouais. Mais c'est une dynamique un peu de ping-pong, non? C'est-à-dire qu'on en fait, il se faut qu'il y ait le vote. Pour qu'un texte passe, pour qu'une loi soit adoptée en France, il faut que les 2 chambres l'aient voté oui, à ce qu'on appelle à l'identique. oui, Donc en fait, il y a des allers-retours c'est peut-être ce que tu appelles le oui, ping-pong, ping-pong, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur une version qui OK. soit votée des 2 côtés Mais vous avez le dernier mot, et on a le dernier mot. parce que vous représentez directement, en tout cas, les Exactement. citoyens. Ce que j'aimerais Bravo! voir, ce que j'aimerais, comprendre, c'est comment on rentre, dans l'assemblée, ton premier jour, comment ça se passe? Oh bah, c'est impressionnant le premier jour, Oui, tu arrives, alors déjà tu es élu, tu es content, tu vois? Parce que tu as fait quand même il y a eu la campagne, il y a eu beaucoup de stress, savoir si c'est toi qui allais être élu ou pas, ou bon, une fois que ouais, tu es élu, tu as fait la fête. oui, Tu regardes déjà tous les copains et copines, avec lesquels tu vas pouvoir faire de la politique dans l'assemblée parce que tu sais pas qui a été élu, qui a pas été élu, donc tu ouais, regardes un peu le soir à la télé, les résultats et puis dès le lendemain, ou le surlendemain, tu vas à l'assemblée oui, et c'est le seul jour où les grandes portes sont ouvertes parce que sinon on passe par des petites portes, mais le premier jour, les grandes portes sont ouvertes. Donc le premier jour, tu arrives et là tu ouvres sur toute l'Assemblée nationale avec les colonnes, la grande entrée et tout. Bon, même, quand tu es aguerri, même quand tu as de l'expérience, même quand tu as les cheveux un peu blancs et cetera, c'est quand ça même, impressionne. ouais, quand même. Il y a une histoire, Ah en bah tout cas. carrément, carrément, De toutes les républiques, carrément. qu'on a traversées. Mmh. D'ailleurs, enfin, j'ai plusieurs questions sur la 5e République, on peut en revenir. Est-ce que alors, avant chaque, séance à l'Assemblée, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un briefing avec le parti? Est-ce que vous faites des réunions? On a des C'est réunions de groupe toutes les semaines. la stratégie d'aujourd'hui, la voici? Comment ça se passe? Alors nous, je parle pour mon groupe, on a une réunion toutes les semaines, qui est le mardi. On décide de la stratégie de la semaine, OK, sur le texte de la semaine, parce qu'en général un texte ça dure une semaine, à l'assemblée, ouais, quand je dis ça je caricature un peu, mais enfin voilà. Je simplifie un peu. On décide, qui est le chef de file sur le texte, OK, quels amendements on va porter, quelle position de vote on adopte, ouais, voilà. OK. Et après l'Assemblée, enfin, comment ça structure un parti politique au quotidien? Comment ça structure, c'est-à-dire? Pas enfin, j'imagine que chaque personne politique, en tout cas, a un agenda qui est différent, mais toi, ça ressemble dans ta semaine, comment Oh est ouais, organisée ta semaine? ah déjà j'ai pas 2 semaines qui sont organisées pareil, Ouais, c'est mais toujours en différent. général, dans ma semaine, j'essaye d'avoir, 3 jours à l'assemblée, OK, donc mardi, mercredi, jeudi en général. J'essaye de faire un déplacement, par semaine, oui, donc en France. OK, Parce que comme je suis une figure un peu nationale quand il y a des luttes, par exemple, le week-end dernier, j'étais à côté de Compiègne contre le canal Seine-Nord. La semaine d'avant, j'étais, je sais plus où, mais aussi, sur une autre lutte et puis, le reste du temps, je suis, sur ma circonscription. Donc en général, je suis sur ma circonscription dimanche et lundi, OK, heu, où je me con enfin vendredi, dimanche, lundi OK. et le samedi, en général, je fais le déplacement et les mardis, mercredis, jeudi, je suis à l'assemblée. On te voit intervenir beaucoup aussi dans les médias, Oui, sur les plateaux télé. C'est quoi le background, les insights de, bah, les télés m'appellent, pour m'inviter. ouais,
Alors que dans les périodes de tension politique, je peux avoir, 10 appels dans la journée pour Ouais, passer, dans plein d'émissions, en fait, hein. Enfin, faut savoir que j'en refuse énormément parce qu'on a oui, bah, l'impression que j'imagine. qu'on me voit beaucoup, mais en fait, j'en refuse beaucoup. Oui, Donc voilà et après, bah, en fait, on choisit moi, je choisis en fonction de l'actualité. C'est-à-dire si je veux parler de fond, d'économie, de mon projet de société, oui, je vais sur des émissions qui sont plus longues et où je sais que ma parole pourra, avoir un peu plus de apporter temps. quelque chose. Puis avoir un peu plus de Oui, temps. C'est-à-dire, je pourrais développer une idée. oui, Si c'est un moment d'actu politique intense, par exemple, c'est la censure, pas la ouais, censure, la dissolution, pas la dissolution. Là, en fait, il suffit de réponses très courtes. Donc, je peux oui, aller sur des plateaux télé où on fait un peu une partie comme ouais, ça de ping-pong ou d'échanges très rapides avec un journaliste ou des OK, éditorialistes. Donc, en fait, ça dépend un peu de ce que tu veux oui. dire et du moment où. Si c'est pour commenter, par exemple, Sarkozy, l'emprisonnement, Voilà. ça tu t'abstiens en tout cas? Non, j'ai fait une émission Non? là-dessus. Ah, tu en as parlé, Mm. OK. Et généralement, on te donne une thématique, c'est ça? Il y a les questions qui sont préparées à l'avance Ouais. et tu, Non, non? ah non, pas je dis oui, mais Ouais, pas du tout. Non, non, ce qu'on a, déjà, on l'a pas toujours, mais quand on a des choses à l'avance, c'est les thèmes. OK, Donc on dit par exemple, on va parler de la chasse. oui, La chasse à courre, je dis n'importe quoi. Donc ça me permet quand même de travailler un peu quelques chiffres, de bien voir sûr, un peu quelle est l'actu autour de ça et d'avoir du coup, des mots, un peu plus forts, quoi. oui. Et j'imagine que tu comptes également beaucoup sur tes collaborateurs parce que chaque thématique a son niveau de spécificité de détail, qu'il faut devenir quand même bien préparé à ces émissions de télé et que tu y as quand même tes collaborateurs qui t'aident sur la recherche, la documentation et tout Alors ça? ça, c'est une question importante parce que les collaborateurs, on n'en parle pas souvent. Chaque député en a 3 a priori. Bon, on peut, refuser d'en avoir 3, n'en avoir que 2, mais je connais personne qui en a que 2 et et ces 3 collaborateurs ou collaboratrices, font un travail tout à fait invisible, mais absolument indispensable. Bien sûr. Donc par exemple, en effet, quand je vais sur une, télévision et qu'il y a un thème particulier, mettons, je vais à un débat, sur, je sais pas, le climat, voilà, ils me préparent, Une une fiche? fiche avec, quelques éléments dedans. OK. Bon, alors moi, je suis pas de celles qui demandent le plus de préparation à ça parce Non. que j'aime bien, comme Construire? oui, puis Mmh. comme, je l'ai dans la tête, eu Oui, égard à ce que je t'ai dit tout à l'heure, en général, bon, voilà, j'aime bien voir, mais je connais pas tous les sujets néanmoins, donc évidemment, il y a des fois où ils me oui, préparent des trucs. C'est pas systématique, mais c'est quand même, dans la plupart des ouais. cas, ouais. Enfin, J'imagine dans qu'un la moitié des cas. politique, doit être bien préparé, en tout cas, à répondre à une spécificité, à une question, puisque finalement, il y a les caméras qui tournent et le blanc, le «je ne sais pas» peut vite être, Bah, ça, repris et c'est toute peut-être la difficulté de l'exercice, enfin de la partie médiatique de ouais, l'exercice. C'est que, tu vois, si tu te trompes, sur, chiffres, un chiffre ou alors quand tu te trompes sur un chiffre technique, bon, en général, tu as des articles en disant, «C'est pas le bon chiffre», mais regarde Copé et son pain au chocolat, tout le monde ouais, s'en souvient, tu vois? Et c'est sûr. parce qu'en fait, ça disait de lui qu'il achetait pas le pain au chocolat, en fait. Ouais, C'est ça que ça disait, clairement, tu vois? clairement. Et ça, c'est, moi, par exemple, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est que je prends mon pain tous les jours à la boulangerie, ou quasiment, enfin, quand je peux. Je fais mon marché, donc je connais les prix, je sais pour combien j'en ai, je gère le budget. Enfin, tu vois, je sais pas si tous les députés, le font comme ça, mais en tous les cas, pour moi, OK. c'est hyper important. Quelles sont aujourd'hui les thématiques majeures, que tu défends? Hein, si on reprend un peu les derniers mois ou ce dont tu parles le plus en ce moment? Bah, là, en ce moment, je suis sur le budget de la sécurité sociale, donc je suis Ouais, sur, la retraite, les personnes handicapées, les allocations familiales, les remboursements de soins quand tu es malade, les budgets de l'hôpital, enfin surtout ça. OK. Tu penses qu'il y a de bonnes chances que le budget 2026 soit approuvé? Je pense qu'il y a toutes les chances que le budget 2026 soit rejeté. Donc ce sera le budget 2025 qui sera renouvelé par défaut? Pas tout à fait, Non? non. Alors est-ce que tu peux expliquer? Heu, En fait, le gouvernement peut prendre des ordonnances, OK, donc il peut se passer, du vote du budget, en fait, mais ça va être un carnage. OK. Qu'est-ce que tu alors quelques sujets d'actualité, si ça te va, Oui? de parler? Par exemple, voilà
on parle de troisième république, hein, c'est-à-dire des gouvernements qui s'enchaînent, qui n'arrivent pas à s'entendre. Finalement, il y a un manque de stabilité. C'est pas moi pour moi, il y a pas c'est pas un manque de stabilité qu'on vit actuellement, c'est, la cinquième République est grippée, vraiment grippée par un homme qui s'appelle Emmanuel Macron et ce qu'on découvre actuellement et objectivement, moi-même, je ne l'avais pas vu avant, d'être confrontée à ça, c'est à quel point notre cinquième République est fragile si un homme décide de, la verrouiller, de cadenasser tout et de, et d'être, un comment je peux dire ça? Quelque chose de grippant, ouais, je sais pas Ouais, comment OK. et on voit par exemple un truc qui m'a vraiment enfin qui m'a choquée, c'est que à l'issue de la dissolution, le nouveau Front populaire arrive en tête, alors certes pas avec la majorité, mais en tête et en fait, un président qui ne veut pas respecter le vote, bah, peut le faire. Ouais, C'est dingue, en vrai. ouais, Et ça, j'avais pas mesuré à quel point parce qu'en plus, il a pas de délai, il a pas d'obligation, donc en fait, il fait ce qu'il veut, quoi. bien sûr. Donc il a un mauvais caractère, il boude dans son coin, bah, on a non, mais c'est dingue qu'on soit à ce point-là fragile, face à la personnalité d'un seul élu, quoi, Bien le sûr. président de la République. Donc ça, bon, je pense qu'à l'issue, d'une manière ou d'une autre de cette crise, il va quand même falloir qu'on réfléchisse sur la cinquième République parce que je pense qu'elle nous Elle est aujourd'hui, elle est trop pas adaptée, quoi. elle est trop portée, centrée Ah oui, autour du clairement. président. Oui, parce qu'en fait, elle a été pensée comme le président, heu, Garant, garant des bien institutions, sûr. mais aussi, comme un président, au-dessus des partis, Oui, avec vraiment un intérêt général. En fait, i cette cinquième République, elle pense la place du président comme un grand homme. oui, C'est-à-dire, en fait, c'est un grand homme, tu vois, qui est président de la République et donc ce grand homme, bah, il respecte les institutions, il a une vision du bien commun, il a une vision à long terme, tu vois? C'est un sage, en quelque sorte. C'est un sage. oui. Or, on n'est pas tout à fait dans cette situation et donc la constitution n'a pas Ouais. prévu qu'on n'élise pas un grand homme. Est-ce que est-ce que tu penses justement à cette stratégie de Jupiter, est-ce que tu penses que c'était une stratégie de communication ou c'est Emmanuel Macron, l'homme qui est naturellement jupitérien? Ça, c'est une question que je me pose beaucoup, en ce moment, c'est que, je pense que le mode de scrutin de la Cinquième République génère aussi parce qu'on a quand même Sarkozy en prison à l'heure où on se parle, Oui. heu, plus Macron et du coup, je me dis que la Cinquième République favorise, par le mode de scrutin, des personnalités border, en fait. Border, c'est-à-dire? Border, bah, c'est-à-dire des personnalités qui sont, border avec les règles, avec OK. les lois, avec le collectif et en fait, c'est parce que je pense que tu arrives à jouer avec les règles, à te penser supérieur aux règles que tu gagnes dans la Cinquième République. Donc en Ouais. fait, on a un problème parce qu'au contraire, il faudrait quelqu'un qui respecte les règles, quoi. Est-ce que tu penses qu'Emmanuel Macron aurait dû nommer un premier ministre J'ai cru justement? que tu allais me dire: «Est-ce que tu penses qu'Emmanuel Macron aurait dû nommer Sarkozy?» mais non. Non, je Je te le sais. dis, non. Là, vraiment, ça aurait été beaucoup trop. Je me suis demandé si Emmanuel Macron allait nommer La vision de François Hollande comme son premier ministre. faut arrêter, faut arrêter avec le passé, là. Oui. Ça aurait été épique. Est-ce que toi, alors, pour en revenir à tes activités en dehors de la politique, qu'est-ce qui t'anime? La lecture, l'écriture également? Je sais pas si on peut dire que ça m'anime, mais j'aime bien écrire, oui, mais ça m'anime pas spécialement. Non, mais moi, j'ai envie de changer le monde, hein. Ouais, c'est parti. Bah, c'est parti. Quel moyen tu te donnes pour changer le monde? Ben, ceux qui sont à ma disposition. Ouais, tes collaborateurs, ceux qui votent Collaborateurs, pour mon toi? mandat, j'utilise beaucoup mon mandat pour essayer de faire avancer des idées et cetera. Ouais, Puis après, bah, c'est les circonstances, hein, tu bien vois? sûr. Mais oui, j'ai en fait, vraiment, vraiment, envie qu'il change, quoi. Bien sûr, Vraiment. C'est ça qui me fait lever le matin. ouais. Je pense que, enfin, la France est difficilement réformable. Ça a un temps, en tout cas, Je crois pas très qu'il y ait long. un seul pays qui soit facilement réformable en vrai, hein. Bah, Tu sais, les gens, ils c'est la aiment pas beauté trop être aussi. dérangés, hein. Ouais. Bah, c'est la beauté d'une république, d'une démocratie aussi, hein. Oui, puis les gens, ils aiment pas trop être dérangés. Tu vois, ils veulent faire leur jardin Ouais, bien sûr, et voir leurs enfants. Ils ont pas envie, qu'on vienne les titiller sur le bien sûr. ou les bousculer, quoi. Ouais.
Pourtant faux. Bien sûr. Sandrine, dernière question en tout cas pour cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, de meilleur pour la suite? De changer le Toi, monde, ouais, ou en tout cas pour ton pays? de changer le monde.